Merci de répondre à l'invitation du ministère de la Communication de ce soir pour vous faire le point sur l'état de siège qui a été décrété depuis le 6 mai dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin. On a déjà passé les premiers 30 jours, la deuxième quinzaine. Nous sommes en plein dedans pour faire l'évaluation de la situation et surtout que depuis le 12 juin dernier, le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, lui-même séjourne dans cette partie du territoire. Et donc ce soir, je veux faire le mot introductif comme il est des coutumes et spécialement nous passerons la parole au gouverneur militaire qui est avec nous ce soir, qui dira un mot aussi avant de passer le mot au porte-parole de l'armée, le général Léon Richard Kassonga à ma gauche, qui pourra vous donner dans les détails les éléments du bilan qui a été établi depuis le 6 mai jusqu'à ce jour. Et ensuite, nous vous redonnerons la parole pour quelques questions. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, donc depuis le 6 mai dernier, le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, a proclamé l'état de siège dans cette partie du territoire parce qu'une partie de l'intégrité du territoire était menacée par des actions répétées des terroristes bien identifiés et différents groupes armés. Et depuis le 12 juin dernier, le commandant suprême, comme il avait promis, lui-même séjourne dans cette partie du territoire pour faire le point sur la situation de l'état de siège, mais il a pu aussi après l'éruption qu'a connue la ville de Goma, suivre de près la situation humanitaire pour être sûr que la réponse qui a été apportée par le gouvernement était suffisante par rapport aux besoins exprimés. Et à ce jour, le bilan est plutôt satisfaisant par rapport à la mobilisation nationale, la mobilisation du gouvernement, la mobilisation de la société civile ici, l'appui de partenaires et de pays amis qui n'ont pas hésité à apporter une contribution quant à ceux. Par sa venue ici, le président de la République, comme je l'ai dit tantôt, a voulu lui-même se saisir de l'état de la question, de l'état de siège depuis son annonce jusqu'à ce jour. Et on ne pouvait pas parler d'état de siège dans le Nord Kivu sans qu'il ne se rende lui-même à Beni, qui est aujourd'hui, nous avons encore vécu récemment des attentats terroristes, cette fois-ci de la manière la plus brutale. Donc il tenait lui-même à être aux côtés de cette population. Vous savez qu'il y avait à un certain moment une inutile polémique autour de la question si le président se rendrait à Beni ou pas. Le président s'est rendu à Beni avec toute sa délégation. Nous y sommes restés presque 3 jours où on a eu l'occasion de faire l'état de lieu sur place. Et le président a eu, vous l'aviez bien suivi sur les antennes de la télévision nationale, un échange approfondi avec toutes les notabilités dans un style libre, ouvert et démocratique pour montrer que la dynamique qui est engagée est une dynamique qui se veut transparente. Et donc, dans cet ordre, nous avons quitté donc Beni pour nous rendre à Butembo brièvement, où le président de la République a aussi eu l'occasion de s'entretenir rapidement avec les populations de cette partie du pays, le même engagement, le travail pour le retour de la paix, la montée en puissance de nos forces armées, et il a rajouté évidemment, vous regardez comment nous sommes disposés dans cette salle, des mots pour lutter contre la pandémie à Covid-19. De Butembo, nous sommes allés à Bunia, où le président de la République a fait le même exercice. Ça veut dire que nous avons eu de réunions de sécurité. Il a présidé un conseil de ministres à partir de là pour montrer que la République, elle est une et que, quoi qu'il soit, quoi qu'il advienne, nous resterons solidaires de différentes populations. Sur place à Bunia, il a aussi eu l'occasion d'être briefé par le commandement militaire qui l'a accompagné durant ce séjour, qui a été enrichi par le lieutenant général Johnny Luboya, qui conduit la province de l'Ituri depuis la proclamation de l'état de siège. Et de ces points de vue, les choses sont plutôt sur une bonne dynamique. Nous n'avons sûrement pas pu, à cette occasion, aller sur la ligne de front, mais je crois que dans les prochains jours, suivant le programme du président de la République, la volonté était d'aller
là où se trouvent nos hommes des troupes, le militaire, pour leur dire le soutien de la République et notre marque infinie des reconnaissances pour le sacrifice qu'ils consentent pour le retour de la paix dans notre pays. Le voyage du président de la République ici n'était pas seulement pour des raisons humanitaires pour l'éruption, mais c'était surtout pour voir aussi comment l'état de siège se mettait en place. Et vous savez que par la nature des menaces que nous connaissons, à la fois du fait des groupes armés locaux et des groupes armés étrangers, il y a des solutions qui doivent être trouvées dans une dynamique sous-régionale. C'est dans cet ordre que le 16 juin dernier, en marge de notre visite en Ouganda, le président de la République a eu des échanges soutenus avec le président Yoweri Kaguta Museveni qui ont porté aussi sur des questions sécuritaires parce qu'ici c'est clair, autant nous devons collaborer diplomatiquement avec nos voisins, autant nous devons collaborer aussi pour ce qui concerne la sécurité, notamment en échangeant des informations et des renseignements pour des groupes terroristes qui nuisent à la fois à la sécurité de la RDC et des autres pays. C'est dans cet ordre que vous avez vu ici à Goma, le 26 juin dernier, le président Kagame, qui répondait ainsi à l'invitation du président de la République, qui a été chez lui la veille. Vous voyez que tout est mis en place pour que nous puissions nous assurer que la paix puisse revenir. Et hier, je crois que le président burundais a envoyé un émissaire pour discuter, pour passer un message au président de la République. Ici, nous tenons à vous rappeler que pour régler le problème de sécurité ici, nous procéderons à la fois par des moyens militaires à travers nos forces armées, de moyens diplomatiques avec le pays de la sous-région, la MONUSCO, mais aussi par des moyens qui se déploient, et notamment le moyen pour le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, parce que comme vous le savez, depuis que cette opération, depuis la proclamation de l'état de siège, il y a beaucoup de redditions, il y a beaucoup de miliciens qui ont rendu les armes et qu'il y a un processus de prise en charge qui est mis en place de manière intérimaire en attendant que les DDR ne se mettent véritablement en place. Voilà ce que je pouvais dire en introduction de ces propos. Je me ferai compléter par le gouverneur militaire du Nord Kivu qui dira en liminaire deux, trois mots avant que le général Kassonga nous donne les détails de ce qu'ont été les résultats durant cette première phase. Et je pourrai prendre une série de questions pour lesquelles je me ferai sûrement compléter par l'un ou l'autre à ma gauche ou à ma droite. Monsieur le gouverneur militaire, vous avez la parole. Du Congo menèrent des opérations militaires musclées en Ituri et au nord Kivu. Pour objectif, éradiquer définitivement les groupes armés étrangers et les forces supplétives locales. Imposer et restaurer la paix. Rétablir l'autorité de l'État. Rétablir la paix de cœur et d'esprit au service de la cohésion nationale et de la coexistence pacifique. Et voici le bilan des opérations menées dans le cadre de l'état de siège dans la période de 6 mai au 29 juin 2021. Dans notre secteur, c'est-à-dire au Grand Nord, c'est-à-dire les opérations Sukola 1. Les opérations en cours nous ont donné le bilan suivant. Le bilan humain. 49 terroristes neutralisés dont nous avons vu les corps. 10 ADF capturés. 85 collaborateurs interpellés. Et ils sont mis à la disposition de la justice militaire. Au plan matériel, 34 armes plus munitions, tout calibre récupéré, 6 véhicules et 10 motos arraisonnées. Au plan opérationnel, contrôle et occupation des sanctuaires les plus importants de l'ADF. Comme vous le savez, le Malika, ceux qui connaissent le coin,
le savent, c'est le terrain qui présage les plaines dans lesquelles les ADEF ont trouvé un terrain de prédilection pour amener des recrues et les former dans cette partie. Aujourd'hui, à Moualika, plus de 38 000 cultivateurs ont repris leurs activités agro-pastorales. Dans le Mayangos, le terrain le plus fertile du coin, c'est pratiquement autour de la ville de Béni. Plus de 36 000 cultivateurs exploitent de nouveau leurs champs. Jadis, personne ne pouvait y accéder. Mapobu, Alungupa, Mamove, Lae, qui constitue aussi en Aé, vous le savez, le site de formation et de ventilation des recrues. À Madina, centre d'endoctrinement et de radicalisation des recrues. C'est là où sont amenés tous les recrues de la sous-région et sont endoctrinés à Madina. Kididiwe, Kasinga, Totolito, Semuliki, Mbao, Kamango, Majoma, là où résident les leaders ADEF et constitue un site de fabrication de bombes artisanales et aussi à Nobile. 4 villages pacifiés à l'ouest de Oisha. Neutralisation de plusieurs leaders ADEF. Si nous avions le temps, on aurait fait des projections pour vous montrer comment ces ennemis de la paix sont neutralisés. Quand nous disons neutralisés, vous savez ce que ça dit. 4 chefs Maïmaï prêts à se rendre grâce à la pression militaire. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le territoire de Lubero, il y a une expédition qui est envoyée au courant de la semaine. Et plusieurs leaders Maïmaï ont présenté leur doléance et ils veulent en tout cas se rendre, eux avec leurs troupes. À ce sujet, nous attendons seulement le programme de DRCS pour recevoir nos frères qui veulent se rendre. Au plan socio-économique, réouverture de l'axe routier Mbao, Kamango, Nobili. Et c'est là en concours avec notre génie militaire qui est à pied d'œuvre. Reprise du trafic sur les axes Mbao, Kamango, Kasinga, Beni, Laye, Kididiwe. Aujourd'hui, les commerçants peuvent vous témoigner que jadis c'était difficile d'emprunter ces taxes, mais aujourd'hui tout est devenu fluide sur ces taxes. Intensification du trafic et des activités commerciales à Beni, Butembo et Lubero. Toujours au Grand Nord, quant aux incidents du 27 juin 2021, l'attentat terroriste commis par l'ADEF à Beni au titre de représailles contre la population pour avoir collaboré avec les forces armées de la République démocratique du Congo. À ce sujet, comme vous le savez, les terroristes ADEF se sentant sous pression des forces armées de la République dans les profondeurs, quand je dis profondeur, vous savez, dans leur position, dans les sanctuaires, dans la forêt, eux, ils trouvent bon de retourner dans les agglomérations, commencer à massacrer la population. Le dernier acte,
vous l'avez vécu, et ça témoigne l'atrocité et surtout le radicalisme où un ADEF lui-même vient, il s'explose. C'était autour de 19h dans l'après-midi. Et le matin, vers 6h, c'était dans une église catholique. Heureusement pour nous que l'église, la première messe à cette époque, à cette heure-là, n'était pas encore pleine, sinon nous allions déplorer encore beaucoup de pertes en vies humaines. Pourquoi ils le font? C'est pour nous obliger, les forces armées, soucieux de la protection des civils, de ressortir encore du profondeur de leur sanctuaire pour sécuriser la population. Et ainsi, ils trouveront encore l'occasion de retourner dans leur fief pour s'installer. Et aujourd'hui, nous disons, nous prenons des mesures adéquates pour que nous resterons là-bas avec eux dans la forêt. Et les mesures sécuritaires doivent se prendre dans les agglomérations en collaboration avec notre population. Les mesures prises immédiatement quand nous avions appris l'explosion de cet engin de mort, nous avons bouclé la ville de Beni sur les 4 axes, c'est-à-dire la route Beni-Butembo, la route Beni-Kasindi, la route qui mène vers Oisha et la route qui mène vers Mangina. Nous avons ordonné le couvre-feu qui doit commencer depuis hier de 21h à 5h du matin. Notre population va payer un peu le prix. Nous avons fait des restrictions où nous avons fermé les écoles pour 48 heures, les marchés, les bars, des lieux publics où peut-être le terroriste peut encore être dans la ville et nous causer encore plus de tort. Mais nous le disons qu'après 48 heures où nous allons réouvrir les écoles pour nos enfants, réouvrir le marché pour permettre à nos commerçants de vaguer à leurs occupations, les églises, mais le couvre-feu doit continuer jusqu'à nouvel ordre. Ça, nous le disons aussi, ce sera mêmement pour la ville de Goma, où nous commencerons à 22h jusqu'à 5h du matin, et les issues nord et ouest de la ville seront aussi bouclées avec un checkpoint. Et ici, au sud, c'est-à-dire au Petit Nord, surtout dans le territoire de Rutshuru, Masisi, dans le territoire de Walikale, nous sommes déjà en opération. Et le nettoyage de Masisi se poursuit normalement. Plusieurs localités ont été libérées. Et de ce côté aussi, nos frères porteurs d'armes locaux, c'est une bonne nouvelle, commencent à se désolidariser des groupes étrangers. Ainsi, vous aviez assisté à plusieurs de ces groupes armés qui commencent à se rendre. Dans les jours à venir, ils seront encore plus que ce que nous avions récolté pendant la semaine. Nous sommes sur l'axe Masisi Centre, Nyabiondo,
et nous irons jusqu'à Walikale. Les réfractaires qui continuent à brader notre liberté, notre quiétude dans ce coin, nous, à travers ce micro, nous les lançons encore un appel de nous déposer les armes et ils seront les bienvenus. Sinon, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. À Walikale, d'ici là, nous allons aussi lancer les opérations pour nettoyer Walikale avec les groupes armés locaux, les guidons, les Raya Motomboki qui sévissent, qui écument dans ce coin. Et aussi le parc national de Virunga, que nous mettons déjà dans notre planification. Et le nettoyage va aussi bientôt commencer. Donc, au pied de Niragongo, jusqu'à Ichacha, et nous irons prendre l'axe Ichacha jusque les abords du lac Édouard. Voilà en quelques lignes ce qui se fait actuellement sur le terrain, et vos forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminées cette fois-ci à découdre avec tous ces groupes armés, qu'ils soient nationaux ou étrangers, pour donner la paix, la denrée rare que cherchent les filles et filles de notre province, le Nord Kivu. Merci. Merci, monsieur le gouverneur militaire, pour ces mots qui ont porté sur l'état de siège ici dans la province du Nord Kivu. Je dois dire que les actes terroristes qui ont été vus le week-end passé à Beni nous confortent, parce que depuis les débuts de ces opérations, depuis les débuts de l'état de siège, nous disons que nous faisons face à une guerre asymétrique. Lorsque des gens vont s'en prendre à une église ou qui essaient de s'en prendre à des paisibles citoyens dans une heure de pointe, cela signifie que le terrorisme est en plein et s'invite dans nos cités, et nous tous, nous devons être vigilants. C'est dans cet ordre d'ailleurs que mon collègue, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a pris part à Rome le lundi, c'était donc hier, au sommet de la coalition mondiale de lutte contre Daesh, et la question de Beni figurait en bonne place de ces discussions parce que le monde entier s'est mobilisé. Vous avez suivi le Canada qui a emboîté les pas aux États-Unis pour déclarer que les ADF étaient un groupe terroriste. Et là, il commence à s'illustrer dans les centres urbains. Nos forces armées se mobiliseront davantage et nous invitons, comme le gouverneur militaire l'a dit ici, toutes les populations à dénoncer tout mouvement suspect pour être sûr que nous les mettons à l'abri. Je voudrais donc passer la parole au général Kassonga, porte-parole de l'armée, qui lui va nous dire ce qui s'est passé en Ituri et faire quelques commentaires avant de nous ouvrir à vos questions. Mon général. Merci, Excellence. Comme l'a si bien dit le ministre, vous savez que les opérations, les actions entamées et menées de manière professionnelle par les forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrivent dans une logique, une double logique. Il y a la ligne politique qui est dirigée par le président de la République, chef de l'État. Le ministre vient de vous décrire la manière dont elle fonctionne, mais également la ligne militaire, c'est celle-là qui conduit les opérations que nous menons depuis plusieurs années, mais surtout que nous avons intensifiées dans le cadre de l'état de siège. Et dans ces opérations-là, le ministre l'a bien dit, et le gouverneur militaire vous l'a dit également, vient de donner beaucoup plus de détails. La stratégie utilisée par l'ennemi ADF et ses forces supplétives locales, c'est de nous amener à quitter les sanctuaires les plus importants que nous avons conquis dans les différentes forêts pour nous ramener dans les agglomérations que nous protégeons suffisamment bien, de manière que
ces criminels assassins reviennent dans la forêt pour sanctuariser de nouveau des endroits afin de fixer, de produire l'insécurité sur l'ensemble des agglomérations qui, depuis plus de 2 ans maintenant, ne sont plus en difficulté au plan de sa sécurité, de l'insécurité, je veux dire. Donc, en Ituri, tantôt pour compléter le gouverneur militaire au niveau de la province du Grand Nord, un centre de coordination des opérations a été mis en place. Et à ce centre, on a doté 2 numéros verts. La société civile, les militaires et les policiers en sont membres, mais également les chefs des rues, des avenues, qui reçoivent ou qui ont des appareils achetés par l'armée et qui sont alimentés en crédit. Pour quel motif? Tout celui qui se sent, en tout cas comme nous, animé par la flamme Congo, voit un mouvement suspect, signale immédiatement à la coordination, et celle-ci, disposant de moyens suffisants, envoie le véhicule et les hommes sur pied en attente pour aller sur l'endroit décrit où serait signalé le suspect pour le mettre hors d'état de nuire ou en tout cas le neutraliser de manière définitive. Donc ça se fait comme ça. Ce système s'étend progressivement à l'ensemble du pays, du moins à l'est du pays, pour que partout où ça se passe, dans les 3-4 minutes, les délais d'intervention étant très très courts, que l'on puisse éradiquer la menace et davantage protéger nos populations. Pour vous donner plus de détails en ce qui concerne la situation de l'Ituri, voici le bilan des opérations menées depuis le 6 mai jusqu'à aujourd'hui. Au plan humain, 100 terroristes ont été neutralisés. 18 ont été capturés, 15 arrêtés et 23 otages libérés. Parmi les 23 otages, il y a 4 élèves de moins de 16 ans qui ont été libérés et qui étaient pris en otage pour transporter pratiquement des colis volés ou pillés par les terroristes qui étaient en train de sortir de la ville. Au plan matériel, nous avons récupéré 25 armes et une importante quantité de munitions tout calibre. Au plan socio-économique en Ituri, nous avons rétabli la paix à Irumu et la population est en train d'y retourner. Il y a la reprise observée des activités économiques et scolaires à Nyakoundé, Marabo et Irumu Centre. La population circule encore librement maintenant à Irumu, mais surtout, le fait le plus important, c'est la reprise du trafic sur les routes nationales numéro 4 et numéro 27. Retour sécurisé. Il y a la relance du commerce dans les localités de Fataki, Ala, Mizi, Libi et Sandoukou. Dans la ville même de Bunia, la situation sécuritaire est en train davantage de s'améliorer. Il n'y a pas 3 jours, vous avez appris, nous avons arrêté 21 voleurs qui ont été acheminés immédiatement à l'auditorat. Vous avez vu sur vos images, dans les réseaux sociaux, en tout cas que nous avons suffisamment alimenté beaucoup parmi vous. Nous avons arrêté un jeune homme qui avait une AK-47. Ce n'est pas fake news, c'est une réalité. Il a été arrêté et ce monsieur a dit qu'il avait caché son arme dans l'huile pour éviter la corrosivité. L'objectif pour lui étant qu'après l'état de siège qu'il estime à 20-30 jours, il allait reprendre son arme et se livrer à des activités criminelles. Interrogé, monsieur dit, il n'est pas le seul dans le cas. Et vous comprenez, la mesure annoncée par le gouverneur militaire de Nord-Kivu, mais même annoncée par le gouverneur militaire du sud de l'Ituri, les mesures urgentes sont prises de manière à boucler des quartiers, contrôler des maisons, contrôler également des endroits
suspecter où pourraient se loger ou en tout cas s'abriter des criminels recherchés pour éviter que ces genres de personnes inciviques hors la loi puissent échapper au contrôle de nos services. En Ituri, la population est derrière son armée parce que la sensibilisation faite par la ligne politique, le ministre vous l'a dit, le commandant suprême chef de l'État, le premier ministre est passé par ici, les membres du gouvernement sont passés, y compris notre ministre des Médias qui est là, et les chefs de l'État viennent passer près de 2 semaines, 3 semaines ici avec vous. Vous avez vu, la ligne politique fonctionne, mais également la ligne militaire. À travers la ligne politique, c'est la sensibilisation. Dire aux Congolais de déposer les armes, dire aux Congolais où qu'ils se trouvent, en tout cas dans les 2 provinces, de soutenir l'armée, de demander aux enfants, parce qu'il faut qu'on se le dise en face, qui génère l'insécurité dans les 2 provinces, en dehors de mouvements armés, groupes armés étrangers, connus, mais les restes, que ce soit Codeco, que ce soit FPIC, que ce soit FRPI, c'est des Congolais qui prennent les armes contre leurs parents, qui prennent des armes contre leur propre pays, leurs sœurs, leurs mères, qui violent, qui tuent. C'est des Congolais qui tuent des Congolais. Alors, l'axe politique, la sensibilisation continue, doit s'intensifier, mais l'axe militaire également, parce que ces gens-là, ce ne sont pas des garçons de cœur. L'acte le plus important que nous avons porté à votre connaissance, c'est également l'engagement pris par les chefs de chefferie dans les territoires de Djougou et de Irumu. Ils ont signé un acte d'engagement au terme duquel ils décident d'aider l'armée, de soutenir l'armée, de collaborer avec l'armée, de sensibiliser leurs enfants à déposer les armes, mais également de dénoncer tous les mouvements suspects et les personnes suspectes susceptibles d'être à la base de la violence ou de l'insécurité en Ituri. Quel est l'objectif poursuivi par l'état de siège dans notre pays, en ce moment précis, en tout cas dans les 2 provinces? Son Excellence l'a dit, mais en des termes très clairs. Cet objectif est double. Restaurer l'autorité de l'État et la sécurité en Ituri, au Nord Kivu, par la neutralisation des forces négatives et de leurs alliés locaux. Deuxièmement, c'est instaurer la paix de cœur et d'esprit entre les Congolais, appelés à la cohésion et à la concorde. Mais ce travail ne peut pas se faire seulement par ces voies-là. C'est aussi notre devoir en tant que médias. Son Excellence l'a dit. Nous allons, avec son autorisation, vous dire ce que nous attendons de vous. Vous, faiseurs d'opinion, c'est vous qui dites aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est vous qui améliorez les capacités cognitives des personnes. C'est vous qui leur apportez ce qu'ils n'ont pas tous les jours, parce que nous sommes payés pour cela. Nous, communicateurs, nous sommes payés pour cela. C'est vrai qu'en tant que journalistes, nous sommes payés pour cela, mais au niveau des forces armées, n'oubliez pas, les militaires sont les derniers ouvriers au service du peuple congolais. Ils doivent lui dire ce qui se passe dans le cadre de la redevabilité. Ils nous ont acheté, vous nous avez acheté la tenue, vous nous avez acheté l'uniforme, vous nous avez acheté des bottines, vous nous avez doté d'une arme et de munitions. Que faisons-nous avec cela? C'est pour ça que nous devons venir chaque fois devant vous pour vous dire, vous nous avez envoyé à Djougou, voici les résultats, tels que nous présentons aujourd'hui. Vous nous avez envoyé à Irumu, voici les résultats. Mais nous vous disons également, vos enfants à Irumu, vos enfants à Djougou, vos enfants à Massissi ont pris les armes, voici ce que nous allons faire contre eux. Est-ce qu'il est normal que nous puissions prendre nos armes, aller tirer sur nos propres enfants? Alors le devoir des parents, c'est de dire aux enfants, sortez de la brousse, déposez les armes, répondez à l'appel de la patrie quand il est encore temps. Parce que le temps de négociation est terminé.
Nous avons des capacités professionnelles, logistiques, militaires, qu'ils n'ont pas. Nous allons les poursuivre et les éradiquer partout où ils se trouvent. Mais il est encore temps qu'ils déposent les armes et qu'ils sortent. S'ils ne sortent pas, ils se soumettent à la rigueur de coups de feu. Et on va y arriver. Mais en attendant qu'ils sortent. Mais vous, qui êtes faiseurs d'opinion, vous qui êtes nos partenaires traditionnels les plus importants, c'est vous. Que faites-vous dans les réseaux sociaux? Que faites-vous à travers les radios et télévisions? Que faites-vous dans vos journaux, pères et quittes? Que diffusez-vous? Est-ce que vous communiquez pour améliorer les connaissances ou est-ce que vous communiquez pour générer la haine, opposer les Congolais les uns aux autres? Quand l'émission se termine, les gens s'entretuent dans la rue parce qu'ils ont suivi ce que vous avez développé, ce que vous avez dit ou ce que vous avez écrit. C'est pourquoi nous disons les devoirs des médias en cette période d'état de siège. Une conduite irréprochable. Une communication citoyenne. La stricte observation des lois de la République. Le respect de l'éthique et de la déontologie. Nous sommes soumis à cela. Nous tous tels qu'on est ici. C'est ça qui nous régit. Mais si nous allons au-delà de l'éthique de la déontologie, qu'allons-nous faire demain? C'est quel travail que nous faisons? Sommes-nous dignes de nous faire appeler journalistes? Sommes-nous dignes de mériter la confiance de ceux qui nous lisent, nous écoutent ou voient nos images à la télévision? Nous devons également respecter le code de bonne conduite. Nous le savons. Nous sommes tous membres de l'Union de la presse. En tout cas, j'ai ma carte, j'ai mon numéro, moi aussi. Tout en étant sous les drapeaux, je suis membre de l'UNPC. Mais est-ce que nous suivons ce code de conduite-là qui nous est imposé, qui nous trace la ligne à suivre? Mais par nos communications, nos messages, notre ministre, en tout cas nous avons la chance de l'avoir avec nous, en difficulté, nous l'appelons pour dire, Excellence, nous sommes en danger, il intervient. Mais nous devons aussi être derrière lui pour dire, Excellence, nous soutenons les institutions légalement établies, nous soutenons toutes les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la restauration de la paix en Ituri et au Nord Kivu, et nous sommes derrière vous pour nous aider à vaincre les difficultés qui sont celles de l'exercice de notre métier, là où il y a des problèmes, par exemple, de respect de nos responsabilités ou de l'ignorance de nos droits. Mais comment voulez-vous demander qu'on ignore, qu'on respecte vos droits, si par votre comportement, vos écrits, vos prises de position dans les papiers, vous êtes la cause de la violence, la source de la haine entre Congolais? Est-ce que vous êtes digne de cela? Excellence, je termine. Merci, mon général, pour ces mots. Je veux embrayer en disant que nous faisons face à du terrorisme. Et dans tous les pays du monde, tous les citoyens contribuent à lutter contre les menaces terroristes. Et donc, ici, dans cette partie du territoire national, vous le savez sûrement mieux que nous, que nous faisons face à une situation complexe. Parce que la plupart des groupes armés, c'est des groupes armés qui sont composés des enfants de nos villages. C'est une situation complexe. C'est pour ça que tout à l'heure, il vous a été dit, le gouverneur militaire l'a redit, et chaque fois le Premier ministre était ici, le président de la République, on lance un appel à la reddition, à tous ceux qui entendent les sirènes de forces armées. Parce que s'ils tiennent à cette patrie d'une manière ou d'une autre, ils sont bien obligés de s'aligner. Mais pour tout ce qui est menace terroriste, menace quelle qu'en soit la nature, il faut une union. Et de ces points de vue, la presse, sans aliéner votre indépendance, vous êtes des acteurs qui peuvent nous permettre aussi de contenir la progression de ces barbares et d'éviter à nos populations de devenir victimes des terroristes qui passent partout et qui frappent de manière inattendue. Ceci dit, on va ouvrir le bal de questions. Je vais commencer par Rosalie Zawadi de Radio Okapi.
Merci, Excellence. Merci, Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, pour cet échange avec la presse. C'est quelque chose que nous demandons de tous nos voeux, l'accès aux sources d'information pour la presse, pour nous permettre de faire le travail qui est le nôtre, qui est attendu en cette période exceptionnelle de l'état de siège. Ma question a trait à la dernière intervention du général Kassonga et aussi par rapport à ce qu'a dit le ministre de la Communication. On attend de nous un travail difficile, nous le faisons bien sûr, mais la presse travaille dans des conditions très difficiles aussi au Nord Kivu. Plusieurs travaillent sans moyens, des journalistes qui sont menacés dans différents secteurs. Nous voudrions savoir, en cette période exceptionnelle, quels moyens, surtout financiers, sont prévus pour la presse du Nord Kivu, pour lui permettre de faire le travail qui est attendu d'elle. Je vais aussi parler de la liberté. En cette période exceptionnelle, nous sommes appelés à respecter notre code d'éthique, nous le faisons bien sûr, mais quelles sont les garanties que nous pouvons avoir de la part